William est accusé à tort depuis 2009, victime de dysfonctionnement et d'acharnement par la justice de Grenoble. Dans l'après-midi du 30 juin 2007, William et 3 de ses amis doivent ramasser les foins. La plaignante vient les aider. Ils chargent les balles rondes dans le fourgon par 2. Ils font environ 3 navettes entre les champs et le lieu de stockage. Une balle ronde mesure 1,20 m et pèse jusqu'à 400 kg. Pourtant, la plaignante affirme: lorsqu'il n'est resté plus qu'une botte de foin à charger, je suis montée en la poussant, les collègues restant à leur place dans le fourgon. Elle dit s'être retrouvée isolée avec William à l'arrière du fourgon. Or, il n'y avait pas assez de place pour 2 personnes et 2 bottes. Comme le démontrera la reconstitution officieuse effectuée plus d'1 an après le dépôt de plainte par l'enquêteur. Étrangement, les conclusions de l'enquête n'en feront pas mention. Elle ne s'est jamais trouvée seule avec William comme elle le prétend. Nous étions 4 personnes, plus cette jeune fille qui ne s'est jamais trouvée isolée avec William de toute cet après-midi. Elle aurait été violée une fois que ses amis ont décidé de partir. Mais William et ses amis sont restés ensemble jusqu'à minuit. Après avoir livré du foin à la comte de Lancey, la plaignante étant partie à vélo avant ses livraisons. Ensuite, nous avons livré du foin chez un ami à la comte de Lancey et elle n'était plus avec nous. Nous sommes rentrés tard après avoir dîné chez cet ami et avons déposé William chez lui. Ces témoignages, réitérés longuement lors du procès, n'ont pas été pris en compte. Pourquoi ? La géolocalisation des téléphones et les relevés SMS auraient permis de confirmer leur dire. Pourtant réclamés immédiatement et à plusieurs reprises par l'avocat à la juge d'instruction, ces recherches n'ont pas été effectuées, ou trop tard. Pourquoi ? Le fils aîné de William, qui les accompagnait lors de ces livraisons, n'a jamais été auditionné. Pourquoi ? La parole de la plaignante a plus de poids que celle de 4 témoins. Pourquoi ? Parce que c'est une fille de gendarme ? Parce que ce sont les collègues de son père qui ont mené l'enquête ? Ce jour-là avait lieu la fête du quartier et l'anniversaire du fils cadet de William avec ses copains. Il n'y a pas eu d'enquête de voisinage. Pourquoi ? Le lendemain, la plaignante revient ramasser le foin devant le domicile de William avec une autre équipe, dont fait partie l'autre homme, qu'elle accusera également de viol plus tard, mais qui ne sera ni entendu, ni mis en garde à vue, ni poursuivi. Pourquoi ? Elle affirmera avoir passé 12 jours plus tard une super journée avec William lors des portes ouvertes du 13e BCA et aura fait de l'hélicoptère avec lui. Malgré le premier prétendu viol du 30 juin, la plaignante, fille et petite amie de gendarme, continue de se rendre très souvent chez William, selon ses propres mots devant la juge d'instruction, parce qu'elle aime bien son cheval Amsel et qu'elle voulait faire du parapente gratuitement. Elle était pourtant inscrite dans plusieurs centres équestres avec sa sœur et de nombreuses écoles de parapente sont présentes dans la vallée. Mais elle profite également de sa piscine et aide à faire régulièrement les parcs des chevaux. Elle se retrouve souvent seule avec lui. Le deuxième prétendu viol aurait eu lieu pendant l'hiver 2007-2008 ou entre septembre et décembre. Elle ne donne pas de date précise. En septembre, elle prépare et emmène avec William les chevaux à la fête du village voisin, la Flachère, et le lendemain au comice agricole du village. En octobre, elle propose à la femme de William d'emmener les enfants faire la tournée d'Halloween et lui demande à ce que William la raccompagne chez elle. Bizarre. Rappelons que William est militaire et très souvent en déplacement. Les enquêteurs n'ont pas cherché à vérifier si son emploi du temps correspondait avec celui de l'accusation. Pourquoi ? La plaignante aurait été violée dans le bureau de William après qu'il ait demandé à ses enfants de partir. Les enfants n'ont jamais été auditionnés. Pourquoi ? Elle ne s'est rendue au bureau qu'une seule fois. Elle était accompagnée d'une copine. Elle voulait que William leur paye un café. William aurait attendu d'être chez lui, avec femme et enfants à proximité pour commettre un tel acte. Les enfants risquant de revenir à tout moment. Et il ne tentait rien quand il était seul avec elle, dans les champs, quand il donnait du foin aux chevaux, ou lorsqu'il la raccompagnait. Elle allait très régulièrement voir les chevaux. Pour rentrer chez elle, elle sollicitait souvent William pour la ramener. Elle lui envoyait alors des SMS. Il la ramenait quand il le pouvait.
Quand il ne le pouvait pas, ce sont les autres propriétaires des chevaux, dont l'autre homme qu'elle accusera plus tard de viol, qui le faisaient. Et en dernier recours, sa mère. Malgré les demandes de l'avocat, les SMS n'ont pas été récupérés par la justice. La géolocalisation non plus. Pourquoi ? Elle venait donc très fréquemment voir les chevaux après le lycée. Elle niera avoir pris le transport scolaire pour s'arrêter à Sainte-Marie-d'Alloy. Le témoignage du chauffeur viendra pourtant la contredire. Comme les SMS n'avaient pas été récupérés, la seule preuve de ces fréquentes visites, qui pouvaient être produites par la défense, était alors le témoignage du chauffeur. Le conducteur du car, impressionné lors de son témoignage à la gendarmerie, a signé son PV d'audition sans le relire. Quand il découvrira, plusieurs mois après, que la retranscription de son témoignage ne reflétait pas ses propos, il rédigera lui-même une attestation écrite. Il y atteste que la jeune fille descendait régulièrement à cet arrêt. Non seulement la justice n'entend pas les mensonges de la plaignante, mais elle humiliera le chauffeur de bus. Lors du procès, l'avocat général lui reprochera ainsi d'avoir fait cette rectification, pourtant bien plus proche de la vérité que ce que les gendarmes avaient retranscrit. De plus, ce prétendu viol aurait causé à la plaignante une cicatrice au périnée. Celle-ci n'a été examinée qu'1 an et demi plus tard par un médecin légiste. Un médecin interrogé sur le sujet apportera quelques réserves. Ayant fait de la médecine humanitaire au Mali sur les blessures périnéales des jeunes africaines, je connais bien le sujet et je reste très perplexe sur les conclusions portées sur l'anatomie de cette jeune femme. Ce témoignage ne sera pas non plus pris en compte par la justice. En février, la plaignante poste une photo d'elle faisant du saut d'obstacle avec la jument de William. Un autre médecin confirmera qu'une telle blessure ne guérit pas rapidement et nécessiterait au minimum 1 mois d'arrêt d'activité sportive. Le 31 décembre 2007, elle invite William par SMS à boire le champagne chez ses parents. Pourquoi, s'il l'a violée déjà à 2 reprises ? Nous sommes début 2008. La plaignante aurait déjà été violée à 2 reprises par William dans la propriété de celui-ci. Ces visites régulières se poursuivent pourtant. Il lui arrive d'emmener sa petite sœur, qui ne sera jamais auditionnée. Au printemps, elle lui propose même d'adopter Bambou, un chien dont elle avait vu l'affiche chez le vétérinaire. En mai, elle prétend être allée s'occuper des chevaux. Se croyant seule dans la propriété, elle dit avoir été aux toilettes situées dans le garage de William. William aurait surgi à ce moment-là et l'aurait obligée à pratiquer une fellation dans les escaliers. Selon Wikipédia, un centre équestre est un lieu où s'enseigne et se pratique l'équitation à destination du grand public. Le père de la plaignante, gendarme, connaissait William et a dit qu'en tant que militaire, il lui faisait confiance. Comme celui-ci avait un centre équestre, il sentait sa fille en sécurité lorsque celle-ci allait monter sa jument. Or, William mettait simplement sa jument à disposition des personnes qu'il connaissait et qui souhaitaient la monter, et ce, gracieusement. Il offrait également l'opportunité à des connaissances de mutualiser le terrain et l'entretien de leurs chevaux respectifs, dans un esprit de coopération, en toute simplicité. Pas de cours, pas d'accès au grand public, aucune visée commerciale. Ce n'était donc aucunement un centre équestre. La plaignante venait ainsi monter Amsel, la jument de William, pour le plaisir. Elle ne payait rien. Elle n'avait aucune obligation de se rendre chez William. Elle pouvait aller où bon lui semblait. Lors des procès, elle accusera William d'avoir ruiné sa possible carrière dans l'équitation, elle qui était passionnée des chevaux et de compétition. Monter à cheval chez une famille qui n'offrait rien de plus qu'une jument à monter comme loisir, est-il le meilleur endroit pour des entraînements de compétition ? À cette époque, les 5 chevaux avaient été transférés sur un autre terrain afin de laisser l'herbe pousser pour la récolte du foin. 30 bottes de foin ont été faites en juin sur ce terrain cette année-là, autant que l'année précédente. Si 5 chevaux avaient été sur ce terrain en mai, ils se seraient nourris de son herbe. Il était donc impossible que ces chevaux y soient restés parqués.
Cet argument, appuyé par le témoignage du propriétaire du terrain dans une attestation, n'a pas été pris en compte par les enquêteurs. Le propriétaire n'a pas été interrogé. L'argument à décharge n'a donc pas été versé au dossier. Pourquoi ? Elle m'a également raconté qu'une fois, William avait voulu qu'elle lui fasse une fellation dans les escaliers de sa maison. La mère est arrivée et l'a sauvée. Il faut savoir que les toilettes sont à proximité immédiate du bureau. C'est dans ce même bureau qu'elle aurait subi le viol précédent, si traumatisant. Pour y accéder depuis le parc des chevaux, il fallait passer un portail gardé par 2 bergers allemands. Elle y pénètre pourtant en l'absence des propriétaires. Alors que l'agression était a priori en cours dans les escaliers, elle aurait entendu la voiture de sa mère se garer à une centaine de mètres. Nous entendons une voiture arriver. Je pense à ma mère. Je souhaite de tout cœur que ce soit elle. Je l'entends qui m'appelle. Je rejoins ma mère dans le petit chemin. Nous parlons de choses et d'autres. Je fais comme si rien ne s'était passé. J'ai repris le cours de ma vie normalement. J'ai évité de le rencontrer. Vu la configuration des lieux, elle ne peut pas avoir entendu la voiture. Les enquêteurs n'ont pas examiné la concordance entre les dires et la réalité sur le terrain. Pourquoi ? Ce 3e prétendu viol ne l'empêchera pas de continuer ses visites chez William. Elle ira fin mai décorer le chapiteau pour la communion de son fils aîné. Elle se rendra seule avec William durant l'été démonter la clôture électrique du terrain où étaient parqués les chevaux durant la pousse du foin. Ils se sont rendus ensuite chez le propriétaire qui, malgré les multiples demandes, ne sera jamais auditionné. Comme son père est muté sur Pontcharrat, à environ 15 km, la famille déménage. Les visites se font plus rares. Mais elle lui enverra entre autres des SMS pour faire du parapente, un mail pour lui demander comment on devient pilote d'hélicoptère. Encore une fois, ces échanges ne seront pas récupérés par la justice. Pourquoi ? La plaignante sera appelée officieusement en 2009, plus de 2 ans après la première agression présumée, par un ancien subalterne de son père et collègue de son petit ami. Il l'incitera à faire les dénonciations que nous vous avons rapportées. De la même façon, lorsque l'on examine les circonstances de la dénonciation des faits par la plaignante, on constate qu'elles ne sont pas davantage convaincantes. Ce sont les gendarmes qui l'ont conduite à accuser M. William Raffin. La jeune femme n'avait pratiquement d'autre choix que d'accuser William Raffin dans la mesure où elle ne pouvait contredire les confidences forcées qu'elle avait faites à cette époque à son fiancé qui haïssait M. William Raffin. Ce sont les collègues du père gendarme de la même juridiction qui mèneront enquête. Ils sont pourtant jugés partis. C'est un conflit d'intérêts manifeste. Elle affirmera avoir été ce même mois victime d'une autre agression, également par fellation, également dans les escaliers d'un garage, cette fois-ci par un des autres propriétaires de chevaux qui se trouvaient avec Amsel et qu'il lui arrivait de monter. Elle parlera de cette nouvelle agression en même temps que ses dénonciations à l'encontre de William, à son petit ami de l'époque, gendarme lui aussi, aux enquêteurs, à la juge d'instruction. Puis, elle confirmera ses accusations devant la cour d'assises en 2016 et 2017. Malgré ces nouvelles accusations portées devant la cour sur un second prétendu agresseur, aucune enquête n'a jamais été diligentée. Pourquoi ? Quelques années plus tard, la plaignante accuse son nouveau petit ami et père de son futur enfant d'enlèvement et séquestration. Accusation qui sera classée cette fois-ci parce qu'il a été reconnu qu'il y avait défaut d'infraction. Cet homme voudra apporter son témoignage à la famille de William, mais devant les menaces dont il est victime, il renoncera, de peur que la garde de son enfant ne lui soit retirée. La plaignante ferait elle-même l'objet de doléances régulières par ses voisins auprès de la gendarmerie et des mairies de Barreau et d'Alvar. Chien qui aboie,
insultes envers le voisinage, échanges bruyants, sans qu'aucune suite ne soit pourtant donnée. Quand les victimes présumées et les enquêteurs se connaissent bien, il y a risque de collusion. Les gendarmes connaissent bien la plaignante et le père de celle-ci. La plaignante elle-même le confirme dans une de ses dépositions. La semaine dernière, j'ai été contactée téléphoniquement par le gendarme F. Je connais bien ce militaire, car mon père l'a sous ses ordres. Quand la distanciation des protagonistes est inexistante, il y a risque de collusion. Le père de la plaignante est sous-officier de gendarmerie. Le petit ami de la plaignante est gendarme, anciennement sous les ordres du père. Un autre gendarme, anciennement sous les ordres du père, travaille dans le même service que le petit ami. Il prend l'initiative d'appeler officieusement la plaignante et de lui expliquer une autre affaire concernant William. Le major de gendarmerie, qui mène l'enquête, fait partie de la même juridiction et collabore avec le père de la plaignante. Ils sont également amis sur Facebook. Le premier avocat de William est également ami Facebook du major enquêteur. Sa collaboratrice et amie Facebook est mariée à un avocat, qui lui-même est ami Facebook du premier avocat de William. Mais il est également l'avocat de la partie adverse, de la plaignante et de son père. Quand les victimes présumées et les enquêteurs se connaissent bien, il y a risque de rompre le secret professionnel. Selon l'article 434.8 du Code de déontologie du policier et du gendarme, soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions. Cela n'empêche pourtant pas un gendarme de convoquer officieusement la future plaignante en lui expliquant une autre affaire. La semaine dernière, j'ai été contactée téléphoniquement par le gendarme F. Il s'agissait d'une convocation officieuse. Hier soir, j'ai rencontré le gendarme. Il était question à nouveau de William Raffin. Il m'a expliqué qu'il allait être placé en garde à vue pour une histoire avec une autre jeune fille. Après l'étude du dossier, l'avocat de la cassation écrira que C'est encore le gendarme qui a pris l'initiative de révéler les prétendus faits aux parents de la jeune femme. Lorsqu'elle a été entendue officiellement pour la première fois, elle a affirmé ne pas vouloir porter plainte. Ce sont les gendarmes qui l'ont poussée à accuser M. William Raffin. La jeune femme n'avait pratiquement d'autre choix que d'accuser William Raffin dans la mesure où elle ne pouvait contredire les confidences forcées qu'elle avait faites à cette époque à son fiancé, qui haïssait M. William Raffin. quand un avocat discute avec un juré, il y a risque de collusion. Pendant une pause du procès, William sera témoin avec son avocat d'une discussion entre l'avocat de la partie adverse et un membre du jury populaire. L'avocat de William ne se servira jamais de ce fait. Qu'a fait la justice pour gérer ces risques liés à une trop grande proximité ? Le juge instructeur écrit à l'avocat de William le 17 juillet 2009, moins de 2 mois après le début de l'affaire. Je vous informe que je fais droit à votre demande d'acte, étant précisé que certaines de vos demandes, notamment d'audition de certains témoins, sont déjà en cours à la brigade de recherche de Mélan. Je prends acte de votre souhait de voir la gendarmerie déchargée de la poursuite des investigations compte tenu de leur risque de partialité, eu égard à la profession du père de la plaignante. Je demande donc à la brigade de recherche de clôturer la commission rogatoire que je confierai au commissariat de police de Grenoble. Où est le problème ? Le problème est que ces mesures visant à réduire les risques inhérents à la gestion de l'affaire par la gendarmerie n'ont jamais été appliquées. Quand l'enquête est menée à charge, il y a risque d'improbité.
Les actes d'investigation technique ont été effectués trop tardivement ou pas du tout. La récupération des SMS, mails, appels téléphoniques, la géolocalisation des protagonistes, les enregistrements de vidéosurveillance, les tests ADN. Les auditions des témoins à décharge sont tardives ou inexistantes. Les personnes présentes le jour du foin, les chauffeurs de bus, les enfants de William, le propriétaire du terrain où étaient parqués les chevaux, les épouses et enfants des autres propriétaires de chevaux, toutes les personnes qui venaient monter à cheval, le voisinage de William, les sœurs des plaignantes. Durant la procédure d'investigation, certains actes n'ont pas été réalisés. Les confrontations avec toutes les plaignantes, l'ouverture d'enquête à l'encontre des 2 autres accusés, vérification des emplois du temps, vérification des dires des plaignantes ou de William. Entre précipitation et lenteur, les risques liés à la gestion du temps. Une enquête express menée en 4 jours. Le 8 juin 2010, soit plus d'1 an après le début de l'affaire, l'avocat écrit à nouveau à la juge d'instruction. Je suis au regret de constater que les actes sollicités par mon client à l'occasion de ces divers interrogatoires, pouvant constituer des éléments à décharge, n'ont pas été réalisés dans un délai raisonnable et compatible avec les exigences légales. 7 ans de contrôle judiciaire en attente du premier procès. 11 ans après les faits présumés, une évaluation psychiatrique est demandée afin d'étudier la possibilité d'une sortie de prison en probatoire. Alors que pendant les 7 années de contrôle judiciaire précédant le jugement, la justice ne l'a pas estimé nécessaire. Quand il y a 2 poids, 2 mesures, il y a risque de partialité. Toujours selon le code de déontologie du policier et du gendarme, l'article 434-11 indique que le policier et le gendarme accomplissent leur mission en toute impartialité. Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du Code pénal. Dans le dossier, 2 autres hommes sont accusés par les mêmes plaignantes sans être pour autant interrogés sur leurs prétendus méfaits, pourtant identiques à ceux reprochés à William. Comme l'explique la plaignante lors d'une audition, J'ai été embringuée dans cette histoire, et lorsque j'ai dit aux gendarmes ce qui s'était passé avec lui, ils m'ont dit qu'il allait être entendu, mais que l'histoire était avec Monsieur Raffin. Après, je n'ai plus jamais été entendue concernant Monsieur M. qu'a fait la justice pour gérer ces risques d'impartialité? Le procureur de la République, au procès en première instance en février 2016, s'adressant à Monsieur M, alors qu'il venait de témoigner et d'être accusé devant la cour de viol. Nous nous reverrons, monsieur. Le procureur de la République, au procès en deuxième instance en novembre 2017, s'adressant à nouveau à Monsieur M, alors qu'il venait de témoigner et d'être accusé devant la cour de viol. Nous nous reverrons, monsieur. Où est le problème? Mai 2020. Monsieur M n'a toujours pas été entendu concernant l'accusation de viol qui a été pourtant faite à 2 reprises devant la cour. Le problème est qu'alors que 3 personnes sont accusées des mêmes faits, une seule est mise en examen, écrouée et jugée. Pour faire la synthèse des dysfonctionnements, il y a une trop grande proximité des protagonistes, une enquête à charge, des délais trop rapides ou trop lents, 2 poids, 2 mesures. L'ensemble de ces dysfonctionnements n'a pas permis à William de bénéficier d'un procès équitable. Il écopera d'une peine de 11 ans d'emprisonnement. Pour cette même affaire, malgré 8 années sous contrôle judiciaire, que la justice ne reconnaît pas en tant que peine, 3 séjours en prison, ce sera au total 19 ans de châtiment pour William, innocent. Pour ses enfants, son épouse, ses parents, sa famille et ses proches. Depuis 2009, William clame son innocence et ne cesse de demander l'étude équitable en toute impartialité de son dossier. Aujourd'hui, il est enfermé, impuissant. Face à une gestion des risques aussi hasardeuse, face à autant d'incohérences, de blocages, face à tant de zones d'ombre,
William demande de l'aide au peuple français qu'il a servi à travers l'institution militaire durant 25 années, aux médias, à sa patrie, afin que justice soit faite, pour qu'il retrouve sa liberté et son honneur.